le mouvement MeToo, mais également des mouvements qui viennent dénoncer tout ce qui est violence médicale, violence gynécologique, ont mis en avant une notion essentielle qui est le consentement. Aujourd'hui, j'aimerais te parler spécifiquement du consentement. C'est une notion complètement oubliée, en relation d'aide, voire même inconnue. J'espère dans cet épisode te donner des clés pour oser t'affirmer de façon authentique. Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui t'amène à te questionner sur ta vie, sur qui tu es profondément. J'espère par nos partages te réveiller, te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par l'être humain, la psychologie et la spiritualité. J'enseigne à l'IFPIA la psychogénéalogie évolutive, la psycho-énergétique, le MDR et plein d'autres approches. Je suis également autrice du livre La médiumnité spirituelle. J'espère te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. Alors, qu'est-ce qui me fait te parler du consentement ? En fait, j'ai remarqué à quel point il n'y avait aucune réflexion dans la pratique thérapeutique, chez les thérapeutes, aucune réflexion sur le consentement dans la relation. J'ai été témoin de bien des fois de dérapages, comme des séances de médiumnité ou de thérapie sauvage. Alors, qu'est-ce que j'entends par thérapie sauvage ? Je me souviens par exemple d'une hypnothérapeute qui, lors d'un stage, pendant une pause, demande à une participante qui évoque une allergie de donner son bras pour lui faire un test kinésiologique et qui lui dit « Ton problème vient de ta grand-mère, elle a été violée ». Pour moi, ces moments-là sont d'une violence, ce n'est pas le lieu, il n'y a aucune demande. Je me souviens d'ailleurs de cette participante qui a eu beaucoup de mal à s'en remettre et qui s'est sentie mal tout le reste de la journée. Parce qu'en fait, cette personne, elle n'a rien demandé. Elle évoquait simplement une allergie. Elle n'était pas en demande d'une information sur son histoire familiale. Elle n'était pas en demande non plus d'aide en fait, de relation d'aide. Et parfois, je trouve qu'il se passe la même chose aussi sur les salons bien-être. Moi, je trouve que parfois, il y a beaucoup de violence de cet ordre-là, c'est-à-dire que on ne prévient pas la personne, on balance des infos comme ça, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement, et la personne, elle repart avec ça, et souvent avec un mal-être d'ailleurs. Donc moi, quand j'anime une formation, je suis extrêmement vigilante à ne pas laisser faire ce genre de séance, entre guillemets, sauvage. Alors, qu'est-ce que le consentement ? Le consentement, c'est un accord d'une personne à participer à une activité ou à permettre une action qui l'affecte directement. Cela repose sur la compréhension complète de toutes les informations pertinentes et des conséquences aussi, des conséquences potentielles. Donc, au-delà de sa définition juridique et éthique, le consentement, en fait, ça touche à des questions fondamentales de respect, d'autonomie, de liberté individuelle aussi. Donc le consentement, on l'évoque beaucoup pour définir par exemple ce que c'est un viol. On l'évoque aussi beaucoup en médecine. Normalement, un médecin ne doit pas prescrire ou ne doit pas effectuer de gestes chirurgicaux sans le consentement du patient. Et puis pour les psychologues cliniciens aussi, la notion de consentement est importante. C'est-à-dire que dans l'accompagnement, on doit pouvoir expliquer à la personne ce qu'on propose comme approche, avec quel outil on va l'accompagner,
Et on doit aussi lui expliquer les effets, les conséquences. On doit lui expliquer en fait ce que c'est un processus thérapeutique. Et la personne, elle a cette liberté de dire oui ou de dire non. Ce n'est que si une personne en fait est au clair avec son consentement qu'elle est capable de le ressentir et de l'exprimer, qu'elle va pouvoir pleinement incarner sa souveraineté. Alors la souveraineté, ça veut dire son pouvoir de choisir pour elle-même, c'est s'approprier la responsabilité de ses actes, de leurs conséquences. C'est une façon vraiment d'incarner son libre arbitre, sa puissance et son pouvoir créateur. Alors moi j'ai remarqué que souvent les traumatismes et la perte de confiance en soi sont liés à des relations d'aide ou à des relations intimes. Là je pense au couple par exemple, dans lesquelles il n'y a pas eu de consentement. Je reprends par exemple mon exemple de cette hypnothérapeute là qui se permet de faire comme si elle était en séance de thérapie, en plus devant un groupe, devant tout le monde. Cette femme, cette participante qui évoquait son allergie, ses propos, cette relation a été vécue avec une extrême violence. Ça laisse des traces en fait. La personne, elle peut ruminer ce qui a été dit et puis l'impact de la relation pendant très longtemps. Je me souviens également d'une femme que j'ai reçue en séance après une visite dans un salon bien-être. Or souvent tu as des stands qui proposent des séances à tarif réduit ou gratuit. Et pareil, cette femme que je reçois, elle était complètement effondrée. Sur un stand, une énergéticienne lui propose une séance. Alors on est d'accord, cette femme a bien voulu. Mais la responsabilité de la professionnelle, de cette énergéticienne, c'est d'expliquer sa pratique, d'expliquer ce que c'est la relation d'aide et d'expliquer les conséquences. C'est-à-dire peut-être la reviviscence émotionnelle en termes de sensations, d'un soin énergétique. Et en fait, cette énergéticienne, sans prendre le temps de faire connaissance avec cette cliente, sans préserver son intimité, là aussi, c'est toujours fait devant tout le monde, devant un groupe. En fait, cette femme, elle avait fait une fausse couche 10 jours avant. Et elle me raconte que lors de ce soin, qui a duré quelques minutes, en fait, elle a revécu sa fausse couche avec toutes les sensations corporelles, toutes les émotions. Et il n'y a pas eu de suivi en fait. Cette énergéticienne, bien évidemment, il n'y a pas le temps sur un salon bien-être. Il y a 10 personnes qui attendent, voire plus, et donc c'est pas un lieu pour faire une séance. Ce qui fait que cette professionnelle, en fait, elle n'a pas accueilli l'émotionnel et puis elle a laissé repartir cette femme comme ça, sans prendre le temps de débriefer. Et puis sans prendre le temps de la prévenir non plus, en fait, de ce qu'était un soin énergétique et de ce que ça pouvait réveiller. Donc vraiment, il y a quelque chose qui est important. Moi, je trouve que le consentement, il est central, en fait, quelles que soient nos relations. À partir du moment où on s'engage, où on propose quelque chose, où ça peut avoir un impact, eh bien, c'est à nous de venir chercher le consentement. Donc, le consentement repose sur 5 piliers. On dit qu'un consentement doit être éclairé, libre, explicite et spécifique, franc et révocable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire éclairé? Le consentement doit être éclairé, ça veut dire que la personne doit avoir toutes les informations nécessaires pour donner son accord. Pour cela, la personne doit avoir tous ses moyens physiques et psychiques. Alors, c'est difficile d'avoir un consentement quand on a en face de soi, par exemple, quelqu'un qui est alcoolisé, drogué, ou qui est choqué par un événement ou sidéré.
Donc là, ça veut dire que c'est pas le moment. Il faut entre guillemets, il faut laisser tomber, quoi. C'est pas le moment de faire une proposition à une personne. Elle peut pas avoir cet éclairage. Donc si elle donne une réponse, ça ne peut pas être un consentement. Le consentement doit être libre, c'est-à-dire la réponse doit être l'expression d'un choix libre et volontaire pour toutes les personnes concernées. Ça veut dire ne pas s'exprimer ou ne pas dire non ne signifie pas donner son consentement. Alors là aussi, moi je pense à cette phrase « qui ne dit mot consent ». Je me dis mais c'est horrible, culturellement en fait on est baigné dedans. En fait non. Peut-être que la personne elle ne s'exprime pas parce qu'elle ose pas dire non. Donc en fait ça va être vraiment à nous de poser des questions pour pouvoir obtenir une réponse. Alors parfois la personne elle ose pas s'exprimer parce que elle peut être soumise à des sanctions, à des pressions par rapport à la réponse, à des injonctions. Il peut y avoir dans une relation par exemple un chantage affectif. Alors moi j'ai déjà entendu ça, certains thérapeutes dire mais si tu n'acceptes pas ma proposition, si tu n'acceptes pas ce type d'accompagnement, alors souvent ce sont des accompagnements spirituels, soi-disant spirituels, tu vas rater quelque chose, tu n'es pas sur ton chemin d'âme. Mais en fait je me dis ça c'est horrible à dire, c'est horrible, parce qu'en fait ça fait pression sur l'autre. Et en plus c'est pas vrai. Moi je pense que on est dans notre choix d'âme à tout moment en fait. On vit à chaque instant ce qu'on doit vivre. Et là aussi, je pense qu'il faut lâcher un peu une image de perfection, de performance, d'idéal. Donc là, ça veut dire que la réponse doit être donnée sans qu'il y ait une peur des conséquences liées au refus, comme la peur de blesser l'autre ou que cela vienne impacter négativement la relation, par exemple. Parfois, on n'ose pas dire non parce qu'on se dit que ça va changer la relation. Et sans non plus être poussé à dire oui parce qu'il y a une forme de manipulation. Alors moi, je reconnais la manipulation quand il y a de la culpabilisation, quand ça vient donner à l'autre une forme de culpabilité. Là, clairement, cette phrase « si tu n'acceptes pas ma proposition, tu n'es pas sur ton chemin d'âme », ça génère forcément de la culpabilité pour la personne qui reçoit ce message. Ensuite, cela doit être explicite et spécifique, c'est-à-dire que la réponse doit être cherchée activement et avec conscience. Nous, en tant que professionnels, notre mission, vraiment, c'est de venir valider la réponse. C'est vraiment d'amener ça dans les relations, ce consentement, de façon consciente. Que la réponse soit verbale ou non verbale. Et le consentement, il est donné à un instant T, il peut changer à tout moment. Donc en fait, la difficulté, c'est vraiment que ça nous demande un travail de communication authentique. Et moi, dans mes séances et dans mes accompagnements, pour moi, c'est vraiment important de dire à la personne, sentez-vous libre de me dire oui, de me dire non, de dire que ça résonne pas pour vous, que non, pour vous, c'est pas ça, d'amener vraiment une relation vraie au sein de ce processus d'alliance, en fait, d'alliance thérapeutique. Le consentement doit être franc, c'est-à-dire que le consentement doit être aligné, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une réponse claire et franche. Je crois qu'il y a une expression en anglais, ça doit être fuck yes. Ça veut dire oui carrément et pas simplement Il y a des gens comme ça, c'est mais c'est pas oui en fait, c'est mitigé quoi. C'est peut-être oui ou c'est plutôt non, c'est pas trop. Donc en fait, c'est à nous de venir questionner vraiment dans une forme d'écoute active, de façon très bienveillante et non jugeante, pour éclaircir la réponse. Et que celle-ci soit la plus franche, la plus vraie possible.
Ensuite, le consentement, il peut être révocable. C'est pas parce que je dis oui que c'est oui à vie. À tout moment, je peux faire machine arrière et dire non, j'ai changé d'avis. Et ça aussi, c'est très important. Donc le consentement doit être révocable. C'est-à-dire qu'il est possible de changer d'avis. On n'est pas pour cela obligé de tout comprendre ou de tout justifier. Parfois, c'est juste une sensation. On sait que c'est plus aligné. On ne sait pas pourquoi, ça nous met en insécurité. Ça répond plus tout à fait à nos besoins. Sans forcément... Parfois, on n'est pas en capacité d'analyser tout de suite notre ressenti. Eh bien, en fait, on n'a pas à se justifier. On est en droit de dire non. Bah non, là, je le sens plus. Non, je sens que c'est plus trop le moment. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, là, c'est non. Ça, pareil, c'est compliqué. Alors moi, je me souviens c'était au tout début. J'étais accompagnée par un psychothérapeute jungien. Voilà, j'avais une séance toutes les semaines et puis à un moment donné, c'est un moment où je perds mon père en fait, donc je suis en plein deuil et puis je sens que je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est plus possible pour moi d'être accompagnée par cet homme. Et donc simplement, un jour, je lui laisse un message en disant, bah voilà, on a rendez-vous dans 3 jours, j'annule ce rendez-vous. Et chose étrange, ce psychothérapeute n'a pas accepté que je mette un terme à la thérapie, à l'analyse. Et donc, il m'appelait tous les jours pour me dire, ce n'est pas possible, mais vous ne pouvez pas arrêter maintenant, c'est vraiment quelque chose de très important. Et en fait, mais c'était du harcèlement, je me sentais complètement harcelée et il y a quelque chose de pas juste du tout. On est en le droit de dire non, enfin, sans que l'autre ait à juger de notre attitude et de ce refus. Et je me souviens d'ailleurs, je me dis là, il y a un vrai problème, c'est que peut-être 6 ans après, au moment de Noël, j'envoie un message de bonne année à tous mes contacts Gmail. Et là, je fais une fausse manip et en fait, le message est envoyé à la totalité de mes contacts. Je reçois un message de ce psy et il était encore dedans, quoi. Son message disait ah oui, et j'ai toujours pas compris pourquoi vous aviez mis un terme, mais comment vous osez m'envoyer un message de bonne année. Mais je me disais, mais ça fait 6 ans, il en est toujours pas revenu, quoi. Mais c'est mon droit et c'est le droit de tout le monde d'oser dire, eh bien non, là, ce n'est plus juste pour moi. Alors j'ai compris des années après que j'avais mis un terme à cet accompagnement parce qu'en fait cet homme me faisait penser à mon père. D'ailleurs, je pense que je l'avais choisi pour ça. Physiquement, je trouvais qu'il ressemblait beaucoup à mon père. Eh bien, j'ai envie de dire, pour moi, c'était tout à fait juste et c'était tout à fait authentique et ça résonnait profondément avec ce qui se passait à l'intérieur de moi, de dire là c'est plus possible et là je me fourvoie, en fait c'est plus avec lui que je dois continuer le chemin. Je dois pouvoir prendre de la distance. Mais ça, je l'ai compris que bien des années après. Et c'est ok. Donc là, vraiment, je trouve qu'il faut être très très au clair avec ces 5 points, en fait. Le consentement, en fait, il est au cœur de la relation. Qu'elle soit entre 2 personnes ou entre plusieurs personnes. Sauf que la difficulté, en fait, c'est d'apprendre à dire oui de façon vraie et à dire non de façon vraie aussi. Et notre société, elle nous apprend pas ça. Notre société, elle nous apprend pas à dire oui, et notre société, elle nous apprend pas à recevoir le non. Je vois pour certaines personnes à quel point c'est difficile de s'entendre, de recevoir un refus. Parce que ça vient toucher leur estime, l'estime de soi, leur confiance.
On a l'impression que ça vient toucher leur personnalité, qui ils sont, alors qu'en fait, pas du tout. Le consentement, c'est vraiment une notion qui, en soi, est très naturelle. Le consentement, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un processus d'écoute de soi, de conscience de soi, qui nécessite du temps, de la bienveillance. Et c'est ok de pas être toujours aligné, de pas tout comprendre. On peut pas avoir pleinement conscience de soi tout le temps, c'est mission impossible. On est forcément confronté à des croyances, à des peurs, à des injonctions de la société. Et moi, je pense qu'en tant que professionnelle, en tant que praticienne bien-être, en tant que coach, en tant que thérapeute, ou simplement dans nos relations intimes, en fait, moi, je trouve que c'est important de respecter le pouvoir de l'autre. Et nous, enfin, moi, en tout cas, moi, dans mes accompagnements thérapeutiques, ma mission, c'est de faire en sorte que l'autre reprenne sa puissance. Que la personne, vraiment, elle soit dans le respect d'elle-même et dans sa liberté d'être, en fait. Donc, ça implique d'apprendre à se sentir libre de ses ressentis, de se sentir libre de son oui et de son non. Le consentement nous demande vraiment d'être connecté à nos émotions, aux ressentis, à nos pensées, à nos besoins, à nos désirs, pour agir en conscience. Et d'oser dire non et d'oser recevoir le non aussi. Dire non, ce n'est pas, moi j'ai toujours dire non, c'est pas pour embêter l'autre en fait. C'est une façon de se respecter soi et de respecter ses besoins. Et c'est pas égoïste. Si je me respecte moi, alors je respecte la relation que j'ai avec l'autre. C'est pas pour, c'est pas pour emmerder l'autre que je dis non. C'est parce que simplement, je mets la relation au centre, la relation authentique au centre, et je respecte mes besoins et je respecte ma personnalité. En fait, dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi-même. Alors moi, j'ai une petite astuce. Quand je dois dire non à quelqu'un, en fait, j'identifie mes besoins et je les exprime. Je peux dire, écoute, là, je me sens vraiment fatiguée, merci pour ta proposition, mais en fait, non, ça va pas être possible pour moi. Et on n'est pas obligé de se justifier pendant des heures parce qu'on dit non à quelqu'un, en fait. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'oser dire non, enfin. Ça renforce vraiment la confiance qu'on a en nous, ça renforce l'estime qu'on a de soi aussi, on installe de plus en plus du respect dans notre vie. Moi, je trouve que le consentement est central. Et inversement, lorsque quelqu'un te dit non, c'est jamais contre toi en fait. Donc, j'ai envie de te dire, et j'ai envie de me dire aussi, osons dire oui de façon authentique, osons dire non de façon authentique. Voilà, cet épisode est terminé. Si tu as envie d'échanger, n'hésite pas, sens-toi libre de m'envoyer des messages, des questions. J'y réponds toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que cet épisode t'a plu. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner. Tu peux également t'abonner à la newsletter Richepia. Et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.